Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons aborder l'organisation de l'aide médicale urgente. L'apprenant sera capable de définir l'organisation de l'aide médicale urgente ainsi que de connaître son cadre légal. Les objectifs spécifiques. À la fin de ce cours, vous serez capable de décrire l'organisation de l'aide médicale urgente à travers la loi du 8 juillet 64 et de son arrêté royal du 2 avril 65. Vous saurez détailler la chaîne des secours dans le cadre de l'aide médicale urgente, sa hiérarchie, les centres d'appel d'urgence 112, les destinations hospitalières, les différents moyens tels que sont les PIT, les SMUR et les services d'urgence spécialisés, ainsi que la COAMU, à quoi sert-elle, qui est-elle et que fait-elle. On abordera aussi la définition et le contenu de la loi sur les écoles de 1998. Vous serez aussi capable de définir le droit pénal et le droit civil, de définir ce qu'est le secret professionnel, la non-assistance à personne en danger et la mise sous protection. Pour cela, vous aborderez les articles 422 bis ter et quater du Code pénal, l'article 458 du Code pénal, l'article 458 bis du Code pénal. Nous parlerons aussi des états de nécessité et de la mise sous protection. Vous connaîtrez aussi une approche concernant les décès et les cadavres, et nous énoncerons les aspects déontologiques et éthiques. Et enfin, nous aborderons un élément très important qui est lié directement à votre profession, ce sont les ordres permanents et leurs procédures pour l'ambulancier. Lors de cette présentation, nous allons d'abord aborder l'historique de l'aide médicale urgente, ensuite l'organisation de l'AMU, ses lois et son contenu, la loi concernant les écoles, le cadre légal de la fonction d'ambulancier, la déontologie et l'éthique de cette profession, et nous terminerons par les ordres permanents et les procédures. Le contexte historique. En 1956, il y a une grande épidémie de poliomyélite. Beaucoup de patients doivent être transportés couchés de leur domicile jusqu'à l'hôpital. À l'époque, les ambulances n'existent pas. Alors on va prendre des corbillards, qui est le seul véhicule capable de déplacer une personne couchée, et on va les peindre en blanc. En 1958, il y a une loi sur l'organisation des commissions d'assistance publique. Elles vont permettre d'apporter de l'aide aux citoyens, mais uniquement sur les voies publiques et les lieux publics, ce qui va poser un vrai problème pour les personnes qui sont au domicile. D'où la nécessité de légiférer et en 1964, le 8 juillet exactement, sort la loi sur l'aide médicale urgente. Que dit cette loi du 8 juillet 1964 ? En substance, elle oblige la dispensation immédiate de secours appropriés à toute personne qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou d'une complication soudaine d'une maladie, requiert une intervention urgente. Dans cette loi, on va retrouver les 4 axes principaux de
l'aide médicale urgente, c'est-à-dire un centre d'appel unifié, le secours aux victimes, le transport des patients et l'accueil dans un service hospitalier adapté. Cette loi du 8 juillet 1964, qui émane du SPF Santé publique, organise l'aide médicale urgente et définit ses moyens. Donc, les premiers moyens sont tout d'abord un centre d'appel d'urgence qu'on appelle actuellement le centre d'appel unifié et la présence de préposés qui vont prendre les appels téléphoniques. Nous avons ensuite le deuxième maillon que sont les services d'ambulance agréés 112. À ces services, on va adjoindre les SMUR et les PIT. Et enfin, le patient sera transporté en fonction de sa pathologie dans un hôpital de destination. Cette loi organise et définit le rôle des centres d'appel d'urgence. Ces centres d'appel d'urgence vont gérer tous les appels émis par ce qu'on appelle les requérants. Ce sont les personnes qui vont appeler de l'aide. Ils vont utiliser un numéro unique. Historiquement, nous avons commencé avec le numéro 900, puis ça a été le 100 et aujourd'hui on utilise le 112. Le 112 est un numéro d'appel d'urgence européen. Le 100 est toujours fonctionnel actuellement en Belgique. Point important de ces centres d'appel d'urgence, c'est qu'ils ont un pouvoir de réquisition. C'est-à-dire que quand ils décident d'envoyer une ambulance ou tout autre moyen de l'aide médicale urgente, ces personnes ne peuvent pas refuser de prendre la course. Les centres d'appel 112 sont sous le couvert de deux autorités. D'un côté, vous avez le ministère de l'Intérieur pour son organisation et son fonctionnement. De l'autre côté, vous avez le SPF Santé publique qui est responsable de l'organisation complète de l'aide médicale urgente dont font partie les centres d'appel d'urgence. Il y a 10 centres en Belgique. Il en manque un dans le Brabant wallon. Ils utilisent un moyen pour décider quel type de secours ils envoient en fonction de la localisation géographique du requérant et le logiciel utilisé s'appelle CETIGIS. Les opérateurs fédéraux 112 suivent une formation spécifique pour pouvoir réguler les appels. Ils ont aussi un outil qui les aide à pouvoir réguler de façon adéquate et de savoir quels sont les moyens à envoyer. Pour ça, ils utilisent le manuel belge de la régulation médicale. Ils sont aussi aidés dans leur salle par un infirmier régulateur qui se trouve dans le centre. Lorsqu'ils ont un appel difficile ou un choix de moyens à envoyer un peu compliqué, c'est l'infirmier régulateur qui va les aider dans leurs tâches et qui répond par la suite à leurs questions. La slide qui vous est présentée ici vous résume tous les acteurs de l'organisation de l'aide médicale urgente. Nous avons abordé les centres d'appel unifiés 112. Nous allons maintenant aborder les intervenants sur place. Nous allons aborder ici les tout premiers intervenants qui se rendent sur place lorsque un requérant demande une aide médicale. Les tout premiers intervenants sont les ambulanciers. Quoi qu'il arrive, c'est toujours le service d'ambulance qui sera réquisitionné en premier et qui a l'obligation légale de se rendre sur place. D'où viennent ces services d'ambulance? Ils viennent soit de sociétés privées qui ont demandé un agrément 112, soit des zones d'incendie. Ils ont l'obligation légale d'assurer un départ 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Notons que certains services ou zones donnent la possibilité d'assurer 2 voire 3 départs. Les véhicules répondent à des caractéristiques extérieures codifiées par l'arrêté royal. Elles ne peuvent servir qu'à l'aide médicale urgente. Elles doivent respecter un équipement de base minimal imposé par le SPF Santé publique, mais il peut y avoir aussi du matériel additionné sous le couvert de l'inspecteur d'hygiène de la province où le véhicule est agréé. Dans ce véhicule, on va retrouver 2 secouristes ambulanciers, minimum 2, mais la loi ne dit rien sur le maximum. Chaque ambulancier doit porter un brevet de l'aide médicale urgente et doit être en ordre de batch. Nous aborderons le profil de l'ambulancier plus tard dans le cours. Vous avez ici l'illustration d'un véhicule tel qu'il doit être floqué selon les normes prévues par la loi. Notons que sur la slide de droite, vous voyez un véhicule floqué comme il doit l'être à l'heure actuelle, mais aussi un véhicule avec son ancien flocage. À partir d'aujourd'hui, tout véhicule demandant son agrément doit être floqué comme celui que l'on voit apparaître sur la slide de gauche. Voici l'équipement type que l'on doit retrouver dans une ambulance. Vous trouverez à l'annexe de ce cours la liste du matériel obligatoire et optionnel d'une ambulance. En supplément des ambulances, on peut avoir besoin d'une aide médicale plus poussée. Pour cela, on a les SMUR, Services mobiles d'urgence réanimation. Les SMUR n'existent pas depuis l'année 68. Les SMUR ont pris naissance dans les années 80. Au départ, le médecin ne démarrait pas nécessairement d'un hôpital et n'intervenait pas nécessairement avec une infirmière. Mais après, on a codifié les choses pour qu'il y ait une équipe médicale. Le minimum, c'est un médecin, une infirmière dans le SMUR. Par contre, il n'y a aucune réglementation sur l'obligation ou non d'avoir un chauffeur. L'intérêt des SMUR est de diminuer ce que l'on appelle l'intervalle médical libre, c'est-à-dire le moment où le patient a un problème jusqu'au moment où il va être pris en charge. Il faut que cet intervalle soit le plus court possible. Le but d'un SMUR, c'est d'amener l'hôpital au chevet du patient afin de le stabiliser. Une fois que ce patient est stabilisé, on peut l'amener vers un hôpital de destination. Aujourd'hui, les SMUR doivent démarrer d'un hôpital, ont un agrément obligatoire, du personnel obligatoire, doivent aussi assurer une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ont aussi un équipement de base obligatoire plus un équipement optionnel. Comme pour les ambulances, vous pouvez constater que les SMUR ont aussi leurs normes en termes de véhicules. Donc voici un véhicule floqué comme l'indique la loi. Il existe en Belgique une intermédiaire entre l'ambulance dite normale et les SMUR. C'est ce qu'on appelle les Paramedical Intervention Team. C'est quoi ces Paramedical Intervention Team, appelés plus communément PIT? Ce sont des infirmiers spécialisés SISU que l'on va mettre dans une ambulance. Ces infirmiers spécialisés SISU vont tamponner l'usage abusif des SMUR. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de SAMU ne nécessitaient pas de grandes interventions médicales, mais plutôt des actes infirmiers avec des petits ordres médicaux, comme injecter certains types de médicaments. Pour temporiser l'usage abusif des SMUR qui coûte cher, on a établi un test
et ce test, ce sont ces fameux PEAT. Ils ont un cadre légal, mais pour l'instant, on est toujours à la phase test. Ces PEAT sont basés à l'hôpital, sont aussi réquisitionnés par le 112, mais surtout, ils interviennent quand a priori la présence d'un médecin urgentiste n'est pas nécessaire. Ils suivent des ordres permanents qui sont au nombre de 29 et qui sont les mêmes que les ambulanciers de l'aide médicale urgente. Ils ont aussi à leur disposition des protocoles médicaux qui leur permettent d'injecter certains médicaments et d'effectuer certains gestes qui, au départ, sont des gestes purement médicaux. Ils sont en permanence en contact avec un médecin référent et ils sont sous la responsabilité légale du médecin-chef du service des urgences dont ils dépendent. Nous allons aborder ici le dernier maillon de l'aide médicale urgente, c'est-à-dire l'admission dans un hôpital. Une fois que le patient a été pris en charge dans l'ambulance, ils doivent se rendre dans un hôpital de destination. Cet hôpital de destination doit avoir un service d'urgence agréé 112. Pour être agréé 112, un hôpital doit avoir d'office un service d'urgence, mais aussi un service de soins intensifs. Il doit avoir une salle d'opération fonctionnelle. Il doit pouvoir assurer aussi des gardes dans diverses disciplines telles que la médecine, la chirurgie, la gynécologie, la pédiatrie. La loi oblige aussi de conduire le patient vers l'hôpital le plus proche. Mais il y a des exceptions. La première exception, c'est que lorsqu'il y a une équidistance absolue. Exemple, vous avez l'hôpital de Jolimont qui est à quelques centaines de mètres de l'hôpital de Tivoli. Vous avez à Mons l'hôpital Ambroise Paré qui est quasi en face de l'hôpital Saint-Joseph. À ce moment-là, ce sera en fonction de la surcharge des différents services que l'on établira si on conduit un patient dans un hôpital ou dans un autre. Vous avez aussi les équidistances relatives. Les équidistances relatives, c'est le cas des hôpitaux du Borinage, que sont Warkini et l'hôpital du Grand Ornu. S'ils sont à maximum 4 minutes l'un de l'autre, on peut accepter. La troisième exception sont les urgences collectives. À ce moment-là, c'est sous la responsabilité du DIRMET et du régulateur qui se trouve au poste médical avancé que l'on va diriger les victimes. La quatrième exception, et c'est une exception très importante, on dirigera un patient vers un autre hôpital que l'hôpital le plus proche quand les moyens diagnostiques et thérapeutiques spécifiques ne peuvent être assurés par l'hôpital le plus proche. Il y a plusieurs cas de figure. Ces cas de figure sont les brûlés, les patients qui vont nécessiter d'un caisson hyperbare, les patients qui vont devoir nécessiter de neurochirurgie ou de néonatologie, ainsi que les patients qui vont nécessiter de moyens diagnostiques ou des traitements thérapeutiques spécifiques dans le cadre de l'infarctus du myocarde. L'autre exception, mais elle est un peu plus relative, c'est lorsque le dossier médical relatif à la pathologie spécifique du patient se trouve dans une autre institution. Mais pour ça, il faut une attestation délivrée par un médecin, que cet hôpital soit à maximum 10 km de l'hôpital le plus proche, et la décision finale reviendra toujours au préposé. La slide ici est une illustration de ce que utilisent les centralistes de la centrale d'urgence 112 pour savoir quels sont les moyens spécifiques et thérapeutiques à disposition des hôpitaux.
Il existe une commission qui représente chaque acteur de l'aide médicale urgente. Il s'agit de la COAMU. Cette COAMU existe depuis l'arrêté royal de 1998. C'est un organe consultatif, c'est-à-dire qu'il donne son avis mais n'a aucun pouvoir décisionnel. Il y a une commission par province plus une pour Bruxelles-Capitale. Elle est composée de l'ensemble des intervenants de l'aide médicale urgente, ainsi qu'un représentant des médecins généralistes et un représentant de la Croix-Rouge. Elle est sous la présidence de l'inspecteur d'hygiène. En conclusion, l'arrêté royal du 2 avril 65, qui vient de la loi du 8 juillet 1964, définit les acteurs normés de l'AMU, que sont les services mobiles d'urgence, les services d'urgence, les services d'ambulance, les services de garde de médecine générale, les zones d'intervention, ainsi que l'hôpital le plus proche. En résumé, vous avez d'une part la loi du 8 juillet 64, qui va définir le droit de réquisition du préposé, de l'orientation hospitalière par le préposé du patient, d'une demande spécifique qui serait possible par le médecin SMUR. Tout ça est contrôlé par l'inspecteur d'hygiène qui contrôle aussi tous les acteurs de l'aide médicale urgente. Et vous retrouvez aussi dans cette loi les sanctions pénales. Ensuite, vous avez l'arrêté royal du 2 avril 1965 qui définit les acteurs normés et agréés de l'aide médicale urgente, qui précise les normes de couverture visées, qui définit les procédures d'agrément des différents services, qui affine les conditions d'orientation hospitalière des patients et qui laisse la décision ultime au préposé du centre d'appel unifié. N'oublions pas aussi l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la COAMU. Nous allons aborder ici le cadre légal concernant le centre de formation des secouristes ambulanciers. Les secouristes ambulanciers avant étaient formés par leur service d'ambulance ou par un regroupement de services d'ambulance. Mais vu le cadre légal établi avec les diverses lois, on a décidé de créer une loi sur les écoles. Il s'agit de l'arrêté royal du 13 février 1998. Que dit cet arrêté royal ? C'est qu'il y a un centre par province, que chaque centre est composé de 3 cellules, d'une cellule administrative, d'une cellule scientifique et d'une cellule pédagogique. La cellule administrative va s'assurer de l'organisation du centre, la cellule scientifique va garantir la qualité du contenu de la formation en fonction de normes établies par la loi, et la cellule pédagogique va assurer la cohérence de la formation, la qualité de la transmission du savoir. Les écoles assurent d'une part la formation de base des secouristes ambulanciers, mais elles assurent aussi leur formation permanente. Concernant la formation de base, pour pouvoir suivre les cours, il faut être introduit par un service agréé 112, c'est-à-dire que personnellement, on ne peut pas venir se présenter et s'inscrire à l'école. Ils vont suivre un cursus de minimum 120 heures théorico-pratiques plus 40 heures de stage. Notons qu'ici, dans le Hainaut, vous suivez un cursus de 160 heures théorico-pratiques.
que pour pouvoir accéder à l'évaluation, vous êtes obligé de suivre 80% de présence de cours. Au cours de sa carrière, un ambulancier a le droit de suivre 2 formations complètes, première et deuxième session comprises. Au-delà, s'il veut représenter une formation, il doit avoir l'accord préalable de l'inspecteur d'hygiène. Des dispenses sont possibles. D'une part, pour les ambulanciers ayant déjà un brevet et qui le recommencent, ou pour les infirmiers détenteurs d'un diplôme. Pour qu'un secouriste ambulancier garde son badge, il doit aussi suivre une formation permanente assurée par les centres de formation. La formation permanente est de 24 heures annuelles, réparties en 6 heures de cours théoriques, 12 heures de cours et d'exercices pratiques et 6 heures optionnelles décidées par les centres de formation. Ils doivent suivre au bout de 5 ans et à condition d'avoir réalisé leurs 120 heures de formation permanente, ils vont passer une évaluation quinquennale. C'est seulement sous ces 2 conditions-là qu'ils auront leur badge prorogé. Nous allons aborder dans ce chapitre le cadre légal de la fonction ambulancier, c'est-à-dire que nous allons aborder les lois qui régissent notre profession et nous allons aussi aborder succinctement la différence entre le droit pénal et le droit civil. Nous aborderons ici le droit civil et le droit pénal. Notons que lorsque l'on parle de droit civil, on va parler de droits liés à l'ambulancier, mais aussi à son employeur. Donc, en cas de problème, les responsabilités seront partagées entre les deux. Tandis que lorsque l'on va parler de droit pénal, on parle de personnes seules. Donc, en cas de peine pénale, c'est l'ambulancier directement qui répondra devant la justice. Le droit civil est une branche du droit privé, c'est-à-dire qu'elle régit les rapports entre les personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. La personne qui a pris l'initiative de saisir le tribunal est appelée le plaignant. Celle qui est attaquée est appelée le défendeur. Tous deux sont égaux devant la justice. Il faut un lien de cause à effet pour qu'il y ait des dommages et intérêts versés par la partie adverse. Le droit pénal comprend tous les comportements qui sont nuisibles à la société. Il faut une infraction. On va retrouver 3 types d'infractions. Vous avez d'abord la contravention. Vous avez ensuite les délits et vous avez enfin les crimes. Les peines prévues sont l'amende et la prison. Pour vous donner un exemple parlant entre le droit civil et le droit pénal qui va concerner l'ambulancier, je vais prendre l'exemple d'une intervention. Vous êtes réquisitionné par le 112 et lors de votre trajet en ambulance, vous causez un accident. Les dégâts matériels, c'est du droit civil et c'est votre employeur, via les diverses assurances qui sont prises, qui paiera les dégâts. S'il y a dégâts humains, blessures ou décès, c'est le chauffeur de l'ambulance qui répondra pénalement de ces actes. Le slide ici présent vous résume tout ce qui vient d'être dit précédemment et je vous invite à le garder en tête non seulement pour cette formation, mais aussi tout au long de la pratique de votre profession.
Nous allons aborder maintenant les lois et arrêtés royaux inhérents à la pratique de la profession d'ambulancier. Nous aborderons les articles 422 bis ter et quater du Code pénal concernant la non-assistance à personne en danger. Nous aborderons l'article 458 qui concerne le secret médical. Nous aborderons aussi l'article 458 bis concernant la dénonciation de sévices. Nous allons aussi aborder l'état de nécessité, la mise sous protection des malades, les décès et les cadavres. L'article 422 bis concerne la non-assistance à personne en danger pour tout citoyen. En substance, que dit cet article? Que celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, sans se mettre en danger lui-même ou toute autre personne, pourrait être poursuivi. Je dis pourrait parce qu'il est évident que pour qu'il y ait poursuite judiciaire, il faut qu'il y ait plainte. Les articles 422 ter et quater concernent les professionnels de la santé, avec des circonstances aggravantes pour l'article quater. L'article 422 ter du Code pénal concerne donc les professionnels de la santé qui sont censés être réquisitionnés ou ont l'obligation légale d'intervenir envers un patient et qui, pour des raisons X, refusent ou négligent d'apporter cette assistance. Exemple, vous êtes appelé à 6h50 du matin pour une intervention, or votre garde se termine à 7h du matin. Vous êtes fatigué, vous êtes sorti toute la nuit, vous voyez que dans 10 minutes vous avez fini et vous refusez de monter dans l'ambulance malgré que la relève n'est pas encore là. Si, encore une fois, il y a une plainte, vous devez répondre de vos actes et il s'agit de la non-assistance à personne en danger, article ter. L'article 422 quater concerne des circonstances aggravantes telles que le mobile du crime ou du délit et la haine, le mépris, l'hostilité à l'égard d'une personne. En résumé, ce que l'on veut dire dans cet article, si, pour des raisons de prétendue race, de couleur de peau, d'ascendance, d'origine, d'ethnie, de nationalité, d'orientation sexuelle ou tout autre état différent du sien, un intervenant de la santé refuse de porter des soins. L'article 458 du Code pénal concerne le secret professionnel. Il est valable pour toutes les professions lorsque certaines données doivent être gardées. Concernant le secret médical, il s'agit de la protection du patient, afin que tout ce qui est vu, entendu dans le cadre de notre profession concernant le patient ne soit pas divulgué. Lorsque vous intervenez comme ambulancier auprès d'un patient, vous allez recevoir toute une série d'informations. Vous allez aussi voir certaines choses. Tout ce que vous allez voir et entendre, vous ne pouvez le répéter à un tiers. Quand je dis un tiers, ce sont même vos collègues qui se trouvent à votre base ou dans votre caserne et qui attendent votre retour. Même votre supérieur hiérarchique n'a pas à savoir ce qui s'est passé en intervention. Vous devez garder le secret auprès de vos collègues, mais aussi auprès de vos familles et amis. Il y a des exceptions à ce secret professionnel. Et donc, vous avez des situations où vous allez pouvoir le divulguer. La première situation est ce que l'on appelle le secret partagé.
C'est-à-dire que lorsque vous devez partager les informations vues et reçues pour assurer la bonne continuité des soins du patient. Le meilleur exemple est lorsque vous déposez votre patient dans un hôpital de destination et que vous allez donner un bilan de votre patient et vous allez donner aussi des informations sur la situation sur place. Le deuxième cas de figure est le témoignage en justice. Un juge peut vous lever de l'obligation de secret médical et vous pouvez donc divulguer ces informations. C'est le cas du juge d'instruction ou à une commission d'enquête parlementaire. Mais attention, vous êtes toujours libre, malgré tout, de garder votre secret pour vous. Dans la logique, le juge d'instruction et la commission d'enquête parlementaire sont vos seuls interlocuteurs. Mais dans la pratique, vous allez déjà divulguer votre secret auprès d'un officier de police judiciaire. Mais pour que celui-ci puisse le recueillir, il doit avoir une commission rogatoire. Enfin, la troisième exception concerne la protection du secret médical qui disparaît lorsque la loi impose la communication de ces données médicales. Le secret médical en pré-hospitalier est identiquement le même qu'à l'hôpital, mais son application va être plus délicate, plus difficile. Il faut d'abord faire la différence entre les lieux privés et les lieux publics, essentiellement dans les rapports avec la police. La police va intervenir d'emblée dans les lieux publics, qu'elle n'interviendra dans les lieux privés qu'à la demande soit du requérant ou lorsque la situation est particulière. On entend par voie publique tout ce qui est librement accessible à tous. Il y a aussi une petite nuance à apporter. Si vous avez un chemin privé qui ramène à un domicile, mais qu'il n'y a ni barrière ni grille, ce chemin est considéré dès lors comme une voie publique, même s'il fait marquer voie privée. Concernant les lieux publics, c'est exactement la même chose. Sauf que si sur un lieu public, vous avez un desk d'accueil avec une personne pour accueillir ou si vous avez une barrière, on considère à ce moment-là ce lieu public comme un lieu privé. Il y a aussi quelques nuances à apporter à ces deux notions. C'est notamment la nuance concernant les hôpitaux. Les hôpitaux, leurs couloirs sont considérés comme des lieux publics accessibles à tous, mais les chambres sont considérées comme des lieux privés. Concernant les cafés, l'espace où il y a le débit de boissons est considéré comme un lieu public, mais les logements ou les annexes tels qu'une cuisine qui sont à l'arrière sont considérés comme des lieux privés. Voici un tableau récapitulatif qui stipule lorsque la police est envoyée d'emblée, si celle-ci est appelée à la demande du requérant ou si celle-ci est demandée par les services de secours. L'article 458 bis concerne la dénonciation de sévices. Il concerne les infractions qui sont commises sur personnes mineures ou toute personne qui est vulnérable. Il est un lien direct avec l'article 422 bis concernant la non-assistance de la personne en danger. Que dit en d'autres mots cet article? C'est que si vous avez une personne qui est en position de faiblesse, qui ne sait pas assurer seule sa protection et son intégrité physique ou mentale, mais vous devez dénoncer le problème et on n'est pas à ce moment-là dans le secret médical. Mais attention, il y a des nuances. Si vous avez par exemple une dame en état d'ébriété qui se dispute avec son mari, qu'on sait que le mari l'a frappée,
Si celle-ci vous dit consciemment, même si elle a bu, qu'il ne faut pas vous en mêler et que vous n'avez pas appelé la police, légalement, vous ne vous pouvez pas le faire. Par contre, si vous êtes devant une dame qui est complètement apeurée, qui dit s'il vous plaît, n'appelez pas la police, n'appelez pas la police, parce que cette personne, sinon il va me tuer, vous voyez bien qu'elle est en position de faiblesse, à ce moment-là, vous êtes en position de pouvoir le faire sans être poursuivi pour divulgation de secret médical. Voici tous les articles qui sont concernés par le 458 bis. Il s'agit de l'attentat à la pudeur et le viol. Il s'agit de l'homicide et des lésions corporelles. Il s'agit du meurtre, de l'homicide volontaire, du délaissement et de l'abandon d'enfants et de la privation d'aliments ou de soins. L'état de nécessité est une situation particulière dans la loi. C'est une notion juridique qui consiste à pouvoir faire une action qui est illégale. C'est une situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale. Mais, et ça c'est un grand mais, il est obligatoire que cette action se situe dans le futur et qu'elle pourrait être empêchée. Le meilleur exemple est la divulgation du secret médical. Si vous êtes devant un patient, vous savez que ce patient a reçu une balle dans la jambe parce que c'est un fugitif et que la police a tiré dessus suite justement à une bagarre et qu'il a blessé de tierces personnes et que vous savez pertinemment bien que votre patient est le tireur, vous êtes en droit d'appeler la police. Un autre exemple beaucoup plus courant, c'est lorsque vous devez franchir un feu rouge, lorsque vous êtes appelé en mission urgente. Lorsque vous êtes appelé en mission urgente, vous allez franchir le feu rouge et donc vous allez déroger au code pénal. Ceci est un état de nécessité. La mise sous protection. La loi du 26 juin 1990 a établi la protection de la personne et des malades mentaux. Cette loi consiste à protéger des personnes d'elles-mêmes ou des autres en les mettant sous observation dans un centre psychiatrique adapté. Pour ce faire, il faut un rapport médical circonstancié affirmant que la personne est un danger pour elle-même ou pour les autres. À ce moment-là, on avertit le procureur du roi qui va lui-même trouver une place dans un service psychiatrique adapté. Quand cela est fait, le centre d'appel unifié 112 reçoit une notification signalant qu'on réquisitionne une ambulance pour conduire le patient dans l'hôpital psychiatrique désigné par rapport au lieu où il se trouve. Quelquefois, la distance est importante, raison pour laquelle une ambulance de Gand peut très bien se retrouver à Mons, dans l'hôpital psychiatrique du Chêne-Noé. Les décès et les cadavres. Nous allons aborder ici le constat de décès. Celui-ci ne peut être fait que par un médecin et uniquement un médecin. Mais la loi a 3 dérogations. Si le patient est décapité, on considérera que l'on peut dire que la personne est décédée. S'il est carbonisé, nous sommes dans la même situation et c'est la même chose si le patient est putréfié. On peut apporter une nuance à ces 3 exceptions. Dans l'aide médicale urgente, si vous constatez qu'un patient est en rigidité cadavérique, vous pouvez déclarer le décès. Lorsque le décès est déclaré, il faut remplir ce que l'on appelle un modèle C3, qui est un certificat de décès.
Par contre, sans aucune exception, ce modèle est rempli uniquement par un médecin. Ce médecin, lorsqu'il remplit ce modèle 3C, peut déterminer si la mort est naturelle ou pas. S'il considère que la mort n'est pas naturelle et que l'on est devant une mort suspecte, il préviendra la police qui fera venir, si c'est nécessaire, le médecin légiste sur place. Attention, lorsque l'on remplit une déclaration de décès, il faut annexer à cette dernière une autorisation à l'incinération parce que si le patient porte un pacemaker, cette dernière n'est autorisée qu'à partir du moment où ce pacemaker est retiré. Concernant les cadavres, vous avez l'interdiction de transporter un cadavre. Lorsque l'on constate un décès sur un lieu d'intervention, il sera déplacé uniquement par un véhicule appelé corbillard. Vous avez l'obligation de retirer à vue des badauds un décédé. Donc, lorsque vous êtes dans un lieu ou sur une voie publique, vous devez couvrir le patient, mais le laisser sur place. Pour plus de facilité et pour éviter les taches de sang, je vous conseille d'utiliser une couverture de survie. Lorsqu'on a des décès sur la route, ça peut dépendre du cas, car quelquefois il est délicat de laisser le corps sur place. Concernant les patients qui décèdent pendant le transport à l'hôpital, vous annoncerez, une fois que vous êtes sur place, à la centrale 112 que le patient est décédé durant le transport. D'ailleurs, vous devez le notifier sur votre rapport d'intervention et vous déposerez le cadavre dans le service d'urgence initialement prévu à le recevoir. La déontologie et l'éthique de la profession. La déontologie, on pourrait résumer à un ensemble de règles et de devoirs qui sont liés à une profession, tandis que l'éthique concerne plus l'aspect moral lié à une profession. La déontologie, c'est l'ensemble des devoirs minimums professionnels que l'on doit accomplir dans le cadre d'une profession. À ça s'ajoutent toutes les dispositions législatives et légales qui sont liées à cette profession, dont font partie d'ailleurs l'article 422 bis, l'article 458 et l'article 458 bis. Le 10 novembre 1967, un arrêté royal sort concernant l'exercice des professions des soins de santé. Il va reprendre l'art de guérir, l'art de soigner des différentes professions paramédicales et des commissions médicales. Cet arrêté comprend notamment l'art de guérir des infirmiers et l'art de soigner des médecins. Il a pour but de protéger la société contre les soignants qui sont non qualifiés et détermine quel professionnel de la santé est habilité à faire ces soins. En 1998, un chapitre intitulé L'exercice de la profession du secouriste ambulancier a été inséré à cet arrêté royal. Avec la pratique professionnelle et les années, on s'est rendu compte que cet arrêté royal n'était pas suffisant pour protéger les secouristes ambulanciers concernant les actes qu'ils posent. En 2014 sort un arrêté royal. Dans cet arrêté royal, on va retrouver une série d'ordres permanents et sont associés à ces ordres permanents des procédures que le secouriste ambulancier va pouvoir appliquer. Ces ordres permanents sont au nombre de 29 et vous avez 49 procédures. Attention, cette liste est non exhaustive.
Ces procédures doivent être validées par le ou les médecins du ou des services d'urgence de la zone habituelle de travail de l'ambulancier. À défaut d'être validées, ce sont les 49 procédures fédérales qui font foi. À partir du mois de juillet 2017, il y a une obligation pour le secouriste ambulancier de les appliquer. Il y a normalement une obligation de l'employeur de vous les fournir dans votre ambulance. Mais attention, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, à partir du moment où vous avez été informé et formé sur ces ordres permanents et ces procédures, vous êtes dans l'obligation légale de les appliquer. Vous trouverez d'ailleurs en annexe un cours e-learning spécifique sur ces ordres permanents et ces procédures que vous devez appliquer non seulement tout au long de votre profession, mais aussi faire le lien dans les divers cours que vous allez rencontrer durant cette formation. Comme vous avez pu le remarquer, le cours sur l'organisation de l'aide médicale urgente est assez vaste. Vous devez garder en tête que celui-ci est divisé en 3 parties. Vous avez une première partie qui vous explicite les lois et l'organisation de l'aide médicale urgente. Retenez qu'il y a 4 maillons. Le préposé 112, les ambulances, les SMUR, les PIT et enfin un hôpital de destination. Nous avons abordé une deuxième partie importante de ce cours, ce sont les lois. Donc, l'article 422 bis ter et quater, l'article 458, l'article 458 bis, les états de nécessité, la mise sous protection, le décès et les cadavres. Et enfin, nous avons abordé une troisième partie qui concerne les ordres permanents et procédures de l'ambulancier que vous allez encore étudier dans le e-learning suivant. Je vous remercie pour votre écoute. Les cellules scientifiques restent à votre disposition via le forum de questions.